Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Cette semaine, on s'intéresse à l'écriture cinématographique avec la réalisatrice Michal Boganim. Bonjour Michal. Bonjour. Michal est donc réalisatrice de fiction et de documentaire. Son documentaire Odessa qui est sorti en 2005 et qui a remporté un succès d'estime considérable. Ton premier long métrage Michal s'intitule La Terre outragée. Il a voyagé du festival de Venise à celui de Toronto. Et je crois d'ailleurs que la série Tchernobyl HBO s'inspire d'ailleurs de ton film, non ? Entre autres, oui. Tu sors 2 films, un documentaire sur les Black Panthers d'Israël qui s'intitule Les Misraïm, les exilés de la terre promise, et Tel Aviv-Beyrouth, qui est en salle actuellement, et que je recommande à tout le monde d'aller voir. Et tu es aussi quelqu'un avec qui j'écris, et avec qui il m'arrive d'écrire. On a 2 projets ensemble, une série américaine et l'adaptation d'un roman paru chez Gallimard. Déjà, ma première question, comment te sens-tu avec 2 films qui sortent cette année, un là qui est en salle actuellement, et les grèves, comment tu vis tout ça ? C'était assez compliqué d'avoir les films aussi rapprochés. J'ai eu une longue période d'écriture et de développement qui a duré assez longtemps. Et avec le Covid, il y a les 2 films qui sont quasiment sortis à 6 mois d'écart. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu déstabilisant. Mais sinon, ça va, à part ça, beaucoup de travail, mais tout va bien. Raconte-nous un peu la genèse de ce film Tel Aviv-Beyrouth. On va commencer par celui-là parce qu'il est en salle en ce moment. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est particulier dans la manière de faire, dans mon écriture, d'écrire, c'est que je m'inspire souvent d'histoires réelles et que finalement, pour moi, la fiction, le documentaire, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi une écriture cinématographique quand je fais des documentaires. J'écris un scénario avec des scènes, etc. C'est très écrit. Et mes fictions sont aussi très écrites, mais inspirées souvent donc de personnages réels. Et je dirais pas de faits réels, parce que j'aime pas ce mot fait réel, parce que c'est pas vraiment des faits réels. Justement, je m'éloigne de la réalité pour aller plus vers l'humain, vers les expériences humaines. Et donc, je réinvente le réel, en fait, quelque part. Raconte un peu de quoi parle le film, d'ailleurs, pour que les audiences puissent nous suivre. Alors, le film raconte l'histoire de 2 familles, une famille libanaise et une famille israélienne. Et on suit comme ça pendant pendant 20 ans, 2 destinées de famille, et on voit comment la guerre de 84, notamment la première guerre du Liban, va affecter la vie de ces gens, et comment les guerres successives vont impacter leur destin. Et ce qui m'a intéressée, c'est de montrer de montrer un état de guerre permanent, et de montrer que ces guerres, cet état de guerre permanent, il est transgénérationnel, c'est-à-dire de génération en génération, il y a une répétition des événements, une répétition des mêmes guerres, on va dire. Le film est axé sur un regard féminin, 2 femmes donc, qui finalement partagent une douleur commune dans cette répétition des guerres. Et puis, alors, tout ça te touche d'autant plus que tu es toi-même franco-israélienne, tu es née en Israël, tu as grandi là-bas, tu es arrivée en France quand tu avais 10 ans, tes parents sont arrivés en France. 7 ans, oui. Ouais, c'était d'ailleurs une arrivée difficile parce que tu parlais pas français. Les gamins français à l'école n'étaient pas forcément sympathiques avec toi, tu étais très différente. Je pense que ça a contribué à faire de toi la femme que tu es aujourd'hui, et ça a influencé le regard que tu portes sur les choses et la façon dont tu fais des films. Et puis ensuite, tu as fait des études. C'est assez vrai, non, ce que je dis ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais. Il n'a pas été simple, en fait, ton arrivée. Très, très douloureux, l'arrivée. On en parle souvent ensemble. Ouais. L'exil, l'arrivée en France. De toute manière, quand on est enfant et qu'on est arraché à son pays de façon brutale, c'est toujours très compliqué. Et puis, il y a l'histoire de l'identité. Je pense que quand on émigre, plus âgé, on a déjà une identité qui est formée. Quand on a 6-7 ans, notre identité, elle est encore pas là, elle est encore
c'est encore une matière en construction. Comme une pâte à modeler. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, se retrouver dans un autre pays alors qu'on n'est pas construit encore, c'est très compliqué parce que du coup, on se sent jamais. Je suis franco-israélienne, mais je me sens pas non plus complètement israélienne et pas complètement française. Je suis un peu nulle part, quoi. J'ai fait mes études à Londres, j'ai pas mal voyagé, donc j'ai l'impression d'être un peu citoyenne du monde. Je me sens pas attachée à un pays en particulier. Et d'ailleurs, je me donne cette liberté aussi dans mes films de pouvoir mélanger des langues, épouser des cinématographies qui sont pas forcément de mon pays, parce que je ne sais pas si j'ai un pays quelconque. Donc mon pays, c'est le cinéma quelque part. Et ça donne à la fois une liberté, à la fois ça donne un sentiment de frustration de ne pas appartenir quelque part, de ne pas représenter un pays. Parce que finalement, on est toujours... c'est très bizarre d'ailleurs, parce que l'art devrait être complètement... aujourd'hui un domaine où justement un territoire universel, un territoire universel où il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de nationalité, etc. Pourtant, on représente toujours un pays. On représente soit dans les festivals, représente la France, on représente Israël, on doit représenter un pays. Et en France, c'est assez compliqué parce qu'il y a aussi l'histoire de la langue, notamment. Donc, par exemple, pour faire une fiction en France, il faut faire une fiction en français. Alors que, voilà, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de gens qui naissent dans un pays, qui voyagent, qui grandissent dans un autre pays et puis qui vont vivre encore dans un troisième pays. Donc les identités, elles sont beaucoup plus complexes aujourd'hui au niveau des territoires. Et malgré tout, en termes d'art, enfin en termes de cinéma, on doit représenter un pays. Ça m'a toujours gênée, en fait, cette idée-là, cette contrainte qu'on doit forcément... Et donc mes films, ils sont à cheval entre plusieurs pays. Ils sont entre le Liban et Israël, et ils ont cette liberté de pouvoir justement être entre deux pays, mais en même temps, ça n'appartient pas ni au Liban ni à Israël, quoi. C'est un territoire du cinéma, le territoire de la fiction. Ouais. D'ailleurs, la casquette de franco-israélienne, elle est lourde à porter en ce moment. C'est jamais simple parce que on attend des Israéliens une certaine position, un certain angle. Souvent, on attend des Israéliens de parler des Palestiniens, et je trouve que quelque part, ce serait finalement une appropriation culturelle de parler à leur place. Le conflit, il est présent, certes. Il y a aussi, justement, ces Libanais, par exemple, qui habitent en Israël, que j'évoque dans mon film. Il y a la question donc Israël-Liban. Pour les Misraïm, ton documentaire, tu parles d'un sujet vraiment intéressant que je connaissais très mal, celui des Black Panthers d'Israël. Oui, je parle des Orientaux notamment et de la discrimination qu'il y a eu sur les Orientaux. Qui était d'ailleurs un sujet qui te tenait à cœur parce qu'elle touchait à ton père, que tu venais de perdre ton père, je pense, à ce moment-là. Et je peux comprendre que tu aies eu envie de retraiter, parce qu'il était lui-même, il faisait partie de ce groupe. C'est comme ça que l'idée de ce projet est née, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, oui. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu as fait tes études à Londres. En fait, tu as fait des études de philo à Jérusalem. Après, tu as fait un peu d'anthropologie en France et puis aussi des relations internationales. Et tout à coup, tu as décrété « je veux faire du cinéma ». En fait, le cinéma regroupe tout un tas de médiums. Enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est que on peut parler d'anthropologie, il y a l'écriture, il y a la photo, parce que j'ai fait de la photo aussi. Donc, il y a la musique, il y a le montage, etc. C'est un art qui est un peu complet, quoi, qui regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, pour moi, de pouvoir allier écriture et ce que j'aimais beaucoup déjà faire, et anthropologie, c'est-à-dire observer le monde, et puis filmer la réalité ou écrire des fictions et mélanger en fait les deux. Et donc à un moment donné, je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de faire, quoi.
c'était un peu une évidence. Il y a un moment donné où ça devient une évidence. Ça devient une évidence pour toi. Tu vas faire une film school à Londres. Comment tu passes de la film school à la réalisation à proprement parler? Moi, j'ai quand même eu pas mal de chance parce que c'est vrai qu'en sortant de l'école, j'ai tout de suite réalisé des films. Et j'ai réalisé un documentaire, notamment, Odessa Odessa. Et j'ai aussi réalisé un film qui s'appelait Macao sans retour pour Arte. Donc tout de suite, j'ai pas eu cette période de galère comme ça, de gens qui mettent beaucoup de temps à faire des films. Et raconte Odessa Odessa aussi, peut-être pour ceux Odessa qui n'ont pas Odessa, c'est en fait c'était un court-métrage la première partie était un court-métrage que j'avais fait à l'école de cinéma qui a remporté pas mal de prix, notamment à Berlin et puis dans plein de festivals. Et du coup, j'ai trouvé un producteur assez rapidement qui était aussi un ami, donc ça aide, et qui m'a proposé de faire un long métrage et donc de travailler autour d'un triptyque en fait entre Odessa, Little Odessa et Israël. Donc voilà. Donc c'était sur l'immigration des Russes et c'est aussi un film de déracinement puisqu'il s'agit d'un triptyque sur ces Russes et ces Odessites qui recréent quelque part un Odessa un peu imaginaire en Israël et puis aussi à Little Odessa, à Brighton Beach. Ça t'a fait quoi de remporter un certain succès immédiatement? Ça t'a galvanisé? Ça t'a inhibé? Parce que parfois le succès d'un premier film rend le second plus difficile. Comment t'as vécu tout ça et est-ce que tu t'en es rendu compte? En fait, c'est comment dire, c'est vrai quand un premier film comme ça a du succès tout de suite, en tout cas il a fait plein de festivals, etc. Je me suis pas du tout rendu compte de la chance que j'avais. C'est-à-dire, je me suis dit c'est comme ça, c'est un acquis, enfin quelque part c'est comme ça les films, etc. Et je me suis pas rendu compte de la chance finalement inouïe que j'avais de démarrer tout de suite à Sundance, Berlin, etc. Les grands festivals de catégorie A et du coup, je pense que j'ai pas mesuré le travail qu'il y avait finalement à faire peut-être pour accéder à ça. Et que d'une certaine manière, je me suis un peu laissée porter par le temps, etc. Je me suis dit, bon, finalement, c'est assez facile d'avoir... Voilà, le film a été dans plein de festivals, a eu plein de prix, etc. Mais je voyais pas du tout ça comme un truc exceptionnel. Je me disais, oui, bon, il y a plein de films, voilà. Et puis maintenant, je me rends compte que finalement, j'ai eu beaucoup de chance parce que je me rends compte de la difficulté. Alors peut-être qu'à l'époque, c'était moins compétitif qu'aujourd'hui, les festivals, mais je me rends compte quand même que j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui, avec le recul. T'as gagné de l'argent tout de suite? C'est-à-dire t'as gagné ta vie en tant que réalisatrice tout de suite? Bah oui, parce que j'ai travaillé tout de suite. J'ai quasiment fait deux films en sortant de l'école. J'ai fait un documentaire pour Arte. Et puis ce film Odessa Odessa, donc oui, donc dans la foulée, j'ai gagné ma vie, j'étais intermittente, etc. Et cette écriture, alors t'écrivais seule au début? J'ai toujours écrit seule, quasiment. Et comment, en fait, tu as appris sur le tard? Ça t'est venu instinctivement? Est-ce que tu as des règles personnelles, une approche qui te semble, qui t'est propre? C'est très compliqué à dire parce que vu que je ne sais pas très bien comment les autres écrivent, vu que je n'ai pas voilà, j'ai pas cette expérience d'écriture avec d'autres gens, enfin quelques expériences que j'ai eues, mais disons c'est assez nouveau. Je mets un peu de temps à commencer à écrire. Ça me prend toujours. C'est comme s'il fallait que je plonge dans cette... donc, il me faut peut-être... Pour te mettre dans l'état, quoi. Il me faut, voilà, c'est comme un état, c'est-à-dire qu'il faut que... C'est pour ça que c'est difficile pour moi d'écrire avec quelqu'un, parce qu'il y a d'abord ce moment, qui est le moment d'avant l'écriture, où je me prépare à écrire, qui dure peut-être parfois une semaine. Tu procrastines? Non, c'est une espèce de...
Tu te mets dans le sas mental. Voilà, je me mets dans un sas mental, je pense au truc, je pense à ce que je vais écrire, ça mûrit dans ma tête, etc. Mais je peux pas, je sais pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui arrivent et qui se mettent à écrire directement, ils sont derrière leur bureau, ils travaillent de 9h à 5h. C'est très cadré. Moi, c'est pas du tout comme ça. Il faut que j'ai ce moment comme ça où presque j'arrive pas du tout à écrire. Où je suis bloquée comme ça et ça peut durer 1 semaine, 2 semaines, et puis à un moment donné ça surgit, quoi. Et quand ça surgit, je ne fais que ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de travailler avec quelqu'un. C'est-à-dire que c'est comme quand ça a dû te rendre dingue quand je te disais Miral, 14h30, qu'est-ce que tu fous? À un moment donné, en plus j'écris dans des conditions très spéciales parce que j'écris pas à un bureau, j'écris allongé. Donc il y a ce moment de latence comme ça où je suis dans un moment d'ébullition avec moi-même, et puis à un moment donné ça surgit et je travaille de façon assez instinctive, je dirais. Oui, instinctif et très intense, mais en continu, c'est-à-dire quand ça commence, c'est un jet matin, soir, la nuit, enfin c'est un jet comme ça qui surgit. Et donc du coup j'écris pas de façon disciplinée comme certains et j'envie ceux qui arrivent à avoir des horaires comme ça de bureau quasiment et moi c'est pas ça. Et donc en fait une fois que je suis lancée, j'arrive pas, je m'arrête pas. Mais je peux écrire la nuit, je peux écrire le jour, enfin il y a pas d'horaire, il y a pas, ça devient, je deviens habitée par l'écriture. Et ça, je deviens habitée par mon projet, par l'écriture, et j'arrive à finir. Et quand est-ce que tu sais que le scénario est terminé? Parce que ce qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de littérature. Dans le cadre d'un scénario, c'est une autre audience, tu as un producteur, tu as d'autres gens qui lisent, des fonds aussi d'investissement qui vont lire, en fait, parce que la grande différence entre la littérature et le cinéma, c'est que le cinéma coûte beaucoup plus cher à produire, et donc il y a plusieurs entités qui vont valider ou non, ou accepter ou non de le faire. Enfin, ça coûte beaucoup plus cher de faire un film que de faire un livre. À quel moment tu dirais que tu sais, toi, que ton scénario est prêt à être filmé? Écoute, ça dépend pas de moi, c'est ça le problème. C'est qu'un scénario, ça dépend on demande souvent beaucoup de réécriture parce qu'il y a des gens qui lisent, qui demandent de réécrire. Il y a beaucoup de réécriture. Donc, ça te coûte la réécriture ou ça va? Tu t'es habitué? Ça va. Et de manière, la réécriture, elle est constante jusqu'au moment de filmer. De manière, on réécrit tout le temps son scénario. Et même pendant le tournage. Et même pendant le tournage. Et même juste avant, on prépare. Enfin, tout le temps, on réécrit, en fait. Donc, l'écriture, elle est là jusqu'à presque la veille du tournage, je dirais. On réécrit, on écrit, on écrit, on réécrit. Quand on répète, on voit que ça va pas, donc on rajuste. Quand même, par exemple, on filme, on se dit ça va pas, on réajuste. Tu peux donner un exemple d'une scène, par exemple, qui était... Non, mais par exemple, on voit que ça sonne faux, quoi. Des dialogues, des situations qui sonnent faux. Ou alors, par exemple, moi, comme je suis très instinctive, comme tu l'as dit, j'ai écrit presque pendant que je filme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais aussi laisser la place à l'improvisation. Et puis, tout d'un coup, j'ai une idée comme ça qui surgit au milieu. Et puis, je dis, non, finalement, on va typiquement, dans mon dernier film, la scène de la fin, de la toute fin, elle est complètement improvisée avec la sœur qui arrive à la fin, derrière le grillage, etc. Tout d'un coup, j'ai une illumination. Qui arrive un peu comme un fantôme, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Tout d'un coup, j'ai une illumination. J'ai dit à l'actrice, tu t'allonges devant la grille et tu fais sûrement, tu dors. Et puis, il y a sa sœur qui apparaît, mais c'était pas du tout écrit. Et c'est la scène de la fin, et c'est une très belle scène. Et j'avais écrit quelque chose de totalement différent. J'avais écrit une scène de fin beaucoup plus bateau. D'ailleurs, ça se passait sur un bateau où elle partait, et c'était beaucoup plus banal. Mais donc, moi, pareil. Tu as de la chance de pouvoir le faire, hein, Miral, parce qu'aujourd'hui, les réalisateurs ne peuvent pas tous. C'est très compliqué. Hein. Ouais. Je me mets ça souvent... marche parce que c'est aussi plus indé et... Non, mais je me mets souvent quand même l'équipe à dos. Hein. C'est-à-dire que personne ne comprend à un moment donné pourquoi tout d'un coup j'ai décidé de faire ça. Enfin, les gens ont du mal à suivre, hein, malgré tout. Ou par exemple, dans la scène, à un moment donné... Il y a une scène où ils partent
avant de partir, tu sais, quand il y a le chat, là, etc., la scène où ils partent, et tout d'un coup, je décide aussi, pareil, que la sœur arrive au dernier moment et qu'elle... Mais c'était pas prévu, mais... et qu'elle voit, elle arrive après qu'il soit parti. Mais ça déstabilise beaucoup les équipes, parce que les gens ont besoin, et en cinéma, que tout soit ultra cadré, que tout soit ultra préparé, que tout soit ultra huilé, etc. Et il n'y a pas vraiment de place pour l'instinct et l'improvisation. Et moi, je trouve ça dommage parce que moi, j'aime beaucoup les films de Cassavetes, j'aime beaucoup les films. Tu sais que j'ai fait un documentaire sur lui. Et c'est vrai qu'il avait cette liberté-là, mais il faisait tout seul aussi, Miral. Ouais, il avait cette liberté. Et il finançait ses films tout seul aussi. Ouais. C'est sûr. Donc c'est... ouais. Mais c'est pas qu'une question de financer ses films, mais etc. Truffaut, il improvisait des trucs. Par un moment, il mettait de la pluie. Tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, le schedule est tellement cadré qu'il n'y a plus de place pour ça. Il n'y a pas de budget pour ça. C'est même pas une question... C'est même pas une question de budget, c'est une question de mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend d'un réalisateur qui sache tout à l'avance, qui soit un espèce de dieu du savoir et du tournage. Et d'anticipation. Et qui sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire, quoi faire, etc. Et ça fait pas forcément les meilleurs films. Ça peut faire des films très scolaires. Ça peut faire des films hyper ennuyants. Parce que la vie... et les moments, souvent d'improvisation, c'est les meilleurs moments au cinéma. C'est parfois ce qui surgit comme ça, qui n'est pas attendu, c'est là où il y a une très grande force. Alors, en parlant d'improvisation et de ne plus pouvoir improviser, justement, parce que ça, c'est un autre sujet qu'on aborde peu, qu'est-ce que l'arrivée de ta fille a changé, un, dans ton rapport à l'écriture, et deux, dans la réalisation de tes films? Parce que tout à coup, t'as quand même quelqu'un d'autre sur lequel tu dois veiller, et puis c'est un métier qui est compliqué quand on est mère, quand même. Alors, moi, j'ai fait La Terre outragée quand j'étais enceinte et ma fille est née, juste à la sortie. Ça a été très compliqué. Et puis quand ma fille est née, j'ai pris du temps avec elle. Et j'avais plus cette nécessité, cette urgence de créer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu quand même ce moment où j'ai senti que c'était plus important que de faire des films, de passer du temps avec ma fille. Parce que mes films nécessitent déjà un engagement tout entier. Ouais. Et c'est un autre accouchement. Puis c'est pas ça. Puis je fais pas des films à Paris. Donc c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, je fais pas des films qui se passent à Paris où je rentre le soir chez moi. Donc ça se passe toujours à l'étranger. C'est toujours des contraintes de tournage hyper compliquées. Enfin, j'ai développé des projets, mais elle a grandi et finalement, elle se retrouve dans mes 2 derniers films, quoi. Ouais, à vrai. Jouer. Elle joue dans les 2 derniers. Elle est dans ton documentaire, elle est partout, parce que c'est presque une lettre que tu lui adresses aussi, tout à fait, qui lui raconte ses origines, l'histoire de son grand-père, etc. C'est un hommage à ton père et tu fais cette espèce de lien au travers de l'œuvre entre ton grand-père et ta fille pour lui expliquer son histoire. Et puis, elle est carrément actrice dans la fiction, dans Tel Aviv, Beyrouth. Oui, elle est carrément actrice. Je pense que Est-ce que tu le fais parce qu'au fond, c'est plus simple, parce que ça justifie qu'elle soit là, parce que c'est tellement compliqué de disparaître 3 mois ou d'être prise? Ou est-ce que c'est parce que vraiment tu voulais qu'elle soit dedans? Alors, je pense que le premier film, je voulais qu'elle soit dedans parce que c'était vraiment une lettre adressée à elle et que vraiment c'était une lettre comme c'était un documentaire, ça justifiait vraiment le fait qu'elle soit là. Elle est là, mais plutôt de dos. Enfin, elle est en filigrane, elle n'est pas actrice du film. Vraiment actrice du film. Et après, j'ai vu qu'elle était tellement à l'aise avec la caméra, que ça lui plaisait tellement, que c'était un jeu pour elle, etc. Et que finalement, ça l'amusait. Et puis qu'elle était très, très douée. Après, peut-être que je lui ai transmis ça, puisqu'elle fait beaucoup, beaucoup de théâtre maintenant. Elle en fait 5 heures par semaine. Mais je pense qu'elle avait ça depuis très jeune. C'est-à-dire, je me souviens que quand elle regardait des dessins animés... Elle apprenait les dialogues par cœur et après elle les répétait, elle se déguisait, elle rejouait les scènes. Et j'avais observé ça, qu'elle avait ce don-là de jouer depuis très très jeune, quoi. C'était comme une vocation. Et donc,
Au début, sur Tel Aviv-Beyrouth, j'ai pas voulu qu'elle soit dans le film parce que je me suis dit ça va être compliqué à gérer, etc., etc. Et puis finalement, en faisant le casting, j'ai d'abord commencé à casser d'autres petites filles. Et la directrice de casting m'a dit mais pourquoi tu castes pas ta fille, elle était super dans ton documentaire et tout. J'ai dit ouais non mais bon j'ai pas spécialement envie. Et puis elle m'a dit fais-le faire un essai puis tu verras bien. Et puis on a fait un essai et en effet elle était extrêmement douée et très, très bonne donc et ça lui plaît, elle est extrêmement à l'aise avec la caméra. Ce qui est très très compliqué pour les enfants. C'est vrai. Mais bon, c'est aussi tu es là aussi, donc c'est un petit peu différent qu'un réalisateur lambda, quoi. Ouais. Pour en revenir à l'écriture, j'ai une question à te poser. Tu disais, j'ai l'habitude d'écrire seule, tu écris des projets qui te tiennent à cœur, qui sont initiés par toi. Et moi, en l'occurrence, j'ai travaillé avec toi sur des sujets qui n'étaient pas initiés par toi. C'est-à-dire, dans les deux cas, c'est des adaptations de bouquins. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venue te filer un petit coup de main, enfin intervenir à un moment donné. Quelle est la différence quand tu approches un projet, justement, en termes d'écriture, entre quelque chose qui vient de toi et quand tu dois écrire sur un sujet dont tu n'as pas eu l'idée originale? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir faire les deux, quelque part, pour vivre aussi. Parce que c'est la réalité économique aussi de ce métier. En attendant que tes projets personnels se fassent, parfois, tu es obligé d'en faire d'autres ou d'accepter d'autres boulots, mais aussi parce que ça peut être intéressant d'ailleurs, parce que les deux te plaisent. Mais... Ouais. Oui, par exemple, la Terre au trajet, c'était un sujet qu'on m'avait un peu proposé, parce qu'au début, je devais adapter La Supplication. Après, le film est allé vraiment très très loin du livre. Mais de toute manière, ça ne me pose pas de problème qu'on propose des livres si ça m'intéresse. Et j'arrive, je pense, à insuffler quelque chose de très personnel dans tous les projets, même si c'est pas les miens, enfin voilà, même si c'est l'adaptation d'un livre, finalement, finalement, je retombe toujours sur les mêmes problématiques quelque part. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que je me réapproprie le livre, etc. Et quand on a travaillé ensemble, on a travaillé sur un personnage immigré, quoi, qui à la base était française, on en a fait une immigrée. On n'a pas pu s'empêcher. On n'a pas pu s'empêcher. On en a fait une exilée. On en a fait une exilée, quoi. Donc, une déracinée, etc. Ouais. Mais parce que ce sont des problématiques qui nous touchent. Voilà. On se retrouve là-dedans. Et que c'est beaucoup plus intéressant que d'en faire une provinciale. Voilà. Quel est pour toi le grand malentendu sur l'écriture, le cinéma et tout ce milieu en règle générale? Parce qu'il y a plein de gens qui vont nous écouter, des étudiants, des choses comme ça, qui s'intéressent à ça. Quel est le plus grand malentendu? Et puis peut-être aussi... Qu'est-ce que tu appelles par malentendu? Est-ce que les gens se font une idée de ce que c'est? Qu'est-ce qui te choque parfois quand tu vois les gens ou les jeunes te poser des questions sur ce métier? En fait, il y a une grande naïveté en fait, des jeunes. Et je pense que moi aussi, j'avais cette naïveté. C'est pour ça que tu me disais qu'est-ce que ça te faisait d'avoir du succès. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque, je pense qu'elle a changé, elle a beaucoup, beaucoup changé. Moi, Odessa, le succès est arrivé comme ça. Je veux dire, j'ai pas vraiment poussé. Le film, je l'ai mis dans un festival, puis il y a eu un espèce de truc un peu viral, etc. Aujourd'hui, la réalité du cinéma, alors certainement pour la littérature et certainement pour toute forme d'art, je pense, c'est pas seulement le cinéma, c'est qu'il y a quand même tout un côté marketing, quoi. Et je veux dire, aujourd'hui, les jeunes qui font du cinéma, ils font pas juste le travail de faire un film, de fabrication, mais ils font le travail complètement marketing, de se vendre, que le sujet lui-même soit vendable, d'essayer de créer un buzz, l'apparence aussi, comment on se présente, comment. Mais c'est vrai, tu me dis, moi, oh là là, il faut que je fasse le brushing et tout ça. Aujourd'hui, on impose aussi aux réalisateurs d'être bien habillés, coiffés, pimpés. Aujourd'hui, on impose aux réalisateurs d'être comme des acteurs. Moi, à l'époque, quand j'ai fait Odessa, et que j'étais à Berlin et que j'ai reçu mon prix, j'étais habillée, enfin, j'étais en jean, enfin, j'étais pas du tout apprêtée, quoi. Je revois les photos où, genre, quand j'étais à Sundance, n'en parlons même pas. Je veux dire, les réalisateurs, ils arrivaient, ils étaient en jean, enfin, ils étaient totalement. Et là, aujourd'hui, on sent
qui a quelque chose d'hyper sophistiqué dans l'image. De lycée. Ouais. Dans l'image que le réalisateur doit donner, c'est-à-dire qu'il ne vend pas, c'est pas seulement le film qui parle, mais c'est aussi l'image du réalisateur. Et ça, pour moi, c'est encore très compliqué de m'adapter à cette nouvelle situation, parce que quand j'ai commencé, et c'est vrai que j'ai commencé jeune et que j'ai eu cette chance de faire Odessa jeune, et en 2005, c'était pas du tout comme ça. Et là, on voit bien qu'il y a tout un truc de mise en scène dans les photographies, etc. Et moi, j'ai pas cette peut-être ce don ou cette manière je me dis, un film, il doit parler par lui-même, et voilà, j'ai fait mon film, j'ai fait mon travail, et puis voilà. Mais en fait, il y a un travail de représentation des films. C'est pareil avec la littérature. Regarde, aujourd'hui, on met les photos les auteurs en couvre. Des auteurs en couvre. Ça n'existait pas, ça, avant. Je veux dire, un type comme Modiano, il ne sait même pas parler, quoi. Il ne sait même pas aligner 3 mots. Il n'est pas capable d'avoir un discours. Et ça n'empêche pas que c'est un immense écrivain. Mais aujourd'hui, on impose de savoir vendre, de savoir s'exprimer, de savoir... il y a tout un travail marketing, avant même que le film existe d'ailleurs, comment stratégiquement, la stratégie, j'entends tout le temps ça, la stratégie de comment va sortir un film. Non mais, non, mais moi je trouve ça dément, quoi. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte parce que je trouve il y a un truc qui s'est perdu dans ce mode de fonctionnement, et j'entends ces nouveaux réalisateurs parfois qui ont mon âge, hein, mais qui font leur premier à la stratégie, comment stratégiquement le festival ceci, comment on va d'abord faire, il y a tout le travail de réseau, enfin tout ça, et finalement c'est, les gens passent presque plus de temps à ça qu'à écrire, à faire les films. On a beaucoup de réalisateurs, de producteurs, enfin de réalisateurs, etc., qui viennent d'écoles de commerce. Moi, je trouve ça un désastre, parce que quelque part, c'est des produits, quoi, qu'on fabrique. C'est des produits. D'ailleurs, est-ce que c'est utile de faire une école du cinéma, à ton sens, ou pas vraiment ? Non, je pense pas. Moi, ça m'a aidé parce que j'en avais besoin. Mais finalement, il y avait quand même une très grande liberté bah, moi, j'ai fabriqué. C'était un moyen de fabriquer déjà des courts-métrages, etc. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans l'écriture ? De pas être trop intelligent. De lâcher prise. Mais ça veut dire quoi, de ne pas être trop intelligent ? Ben, c'est-à-dire que de ne pas faire des choses fabriquées, justement. C'est-à-dire que ça reste naturel et humain. Il faut que ça reste intuitif. Pas trop intello, c'est ça, justement. Non, intuitif. Il faut que quand on écrit, je pense que... Elle disait ça d'ailleurs, Duras. Duras, elle dit que quand elle écrivait, il y avait une part d'imbécilité chez elle qui prenait le dessus. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas... être trop intelligent. Il faut surtout pas être trop... Ah bah on est bien, alors ça va. Hein non, mais je veux dire, peut-être intelligent ou intellectuel. Je préfère les films où finalement ça part un peu plus dans tous les sens, que les choses soient moins attendues, qu'il y ait plus de liberté. Elles sont en concurrence, les femmes, dans ce milieu, à force de... Oui. Je pense que les femmes ne se soutiennent pas du tout, ou alors il y a des associations qui se font, mais il y a des associations d'intérêt. Il y a très peu de solidarité entre les femmes. C'est souvent les hommes qui soutiennent les femmes, pas les femmes. C'est des postures, hein, tout ce féminisme de 50%, la parité, etc. C'est souvent des moyens de marketing, encore une fois, des moyens de s'exposer, des moyens d'exprimer les choses. Mais dans la réalité, il y a peu de femmes qui soutiennent les autres femmes. Il y a peu de femmes réalisatrices qui donnent des prix à d'autres réalisatrices. C'est souvent des hommes qui ont donné des prix à des réalisatrices. Les grands
les grands prix qui ont été donnés, ce sont souvent des hommes. Hein. Et je dirais même que, pour aller plus loin, des actrices qui sont militantes, etc., vont préférer, alors pas toutes, il y en a certaines, comme McDormand, etc., mais c'est très exceptionnel, qui vont choisir des femmes spécifiquement, vraiment. Mais c'est une actrice française, McDormand, qui est exceptionnelle, donc c'est vraiment une exception, mais elle va vraiment chercher les femmes. Mais la majorité vont plutôt aller faire des projets. C'est marrant parce qu'elle-même est mariée à un réalisateur. Bah, peut-être c'est pour ça. Ouais. Donc elle va peut-être chercher aussi autre chose que son mari, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que justement, autre chose qu'il les frères Cohen, quoi. Elle est peut-être moins impressionnée par les hommes réalisateurs, elle a peut-être moins besoin d'être dirigée par un homme, etc. Elle a une très grande liberté aussi, mais quand elle a été quand elle a fait le projet là, avec la réalisatrice Chloé Maslow... Three Billboards. Ah non, l'autre, celui qui a eu le Nomadland. Nomadland, elle a été chercher une femme asiatique pour faire ce film. C'est elle qui a acheté les droits du livre et elle a proposé à une fille qui n'était pas très connue, qui faisait des films hyper indés et qui était asiatique. Et voilà, c'est hyper rare. C'est hyper rare à Hollywood. D'ailleurs, on voit bien, je veux dire... Là, on voit bien ce qui se passe d'ailleurs à Hollywood. Je veux dire, il n'y a aucune femme de réalisatrice qui est nommée. Il n'y a aucun... En France, il n'y a aucune réalisatrice femme qui est nommée à la meilleure réalisation. Et pourtant, on a introduit la parité dans les votes. C'est-à-dire, il y a 50% de femmes aujourd'hui. Donc, normalement, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de femmes qui votent pour des femmes. Enfin, on se pose des questions. Non ? Je t'avoue que je n'ai pas regardé qui était nominé. Donc, ce conseil qu'on t'a donné pour en revenir à l'écriture pure, parce qu'au fond, tout ce qui compte, c'est de créer et de faire de bons films. Donc, restons sur ça. Donc, tu disais de ne pas être trop intelligent. Et quelle est l'erreur que tu... Enfin, une erreur que tu regrettes ou quelque chose que tu as appris? Ne pas faire de concessions. Et la pression est grande parce qu'on travaille avec des producteurs, on travaille avec des distributeurs, il y a comme ça la pression du marché. Mais un film, s'il est bon, il marche. Et parfois, même s'il dure 2h30 ou 3 heures, ça n'a pas d'importance. Et on est contraint, en tant que réalisateur, de rentrer quand même, de faire des films de moins de 2 heures. Enfin, la durée du film est importante parce que, soi-disant, il y aurait moins de public, etc. Je trouve que c'est une aberration totale, quoi. Et, Ah ouais, je suis pas d'accord avec toi. Non, Michal, 1h30, basta. À moins que tu sois Kubrick, souvent, tu vas voir le film de 2 heures ou 2h30, il y a une demi-heure de trop. C'est parce qu'ils n'ont pas assez bossé le scénario, je suis pas d'accord avec toi. Les films américains durent vachement. Enfin, ils durent au moins 2 heures, 2 heures. Aux États-Unis, on n'a pas ce problème. Hein. Tu veux dire avec les films plus longs? Ah, les films américains, ils durent 2 heures, 2h30. Non, pas non. Écoutez. Ah si, tu vois, le film de Spielberg, il dure 2 heures. Oui, mais attention, là, t'es sûr. Entre Ridley Scott, Spielberg, t'as la série de réalisateurs qui n'a pas de... Regarde, qui a Final Cut sur ses films, c'est une autre histoire. Mais eux, ils ont Final Cut, tu sais, il y en a 5 et basta. Moi, je te parle des autres. C'est rare chez un jeune réalisateur ou un réalisateur qui n'est pas de cet acabit. Généralement, quand le film fait 2 heures, pour moi, il y a une demi-heure de trop. Je trouve que c'est juste que le scénario n'a pas été bossé. Qu'il y a du gras en montage. Tout ça. Mais moi, par exemple, dans mon dernier film, les gens m'ont dit qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était trop dense. Trop long? Trop dense. C'est-à-dire qu'au contraire, ils auraient voulu que ce soit plus long. Mais c'est parce que tu as aussi une histoire dans notre histoire. Ton film recommence à un moment donné, au moment du road trip. Alors, il y a des gens qui m'ont dit qu'il aurait fallu peut-être 20 minutes de plus parce qu'on a besoin de... Il est condensé comme ça en 2 heures. Et que finalement, par exemple, la dernière partie, 10 minutes, un quart d'heure de plus, ça aurait été peut-être nécessaire pour respirer un peu, quoi. Tiens, d'ailleurs, comment tu vis la critique et les réactions des gens après une projection? Écoutez, est-ce que ça a changé, d'ailleurs, depuis ton premier film?
on fait jamais la critique de manière. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent. Il paraît qu'il y a des réalisateurs qui s'en foutent, qui lisent pas les critiques. Et ni les bonnes ni les mauvaises. Je trouve ça extrêmement fort de faire ça. Moi, personnellement, c'est un peu l'inverse. Je vais me focaliser sur les mauvaises critiques et je sais, parce que tu m'appelles après. Et je vais en faire un drame et ça va m'abattre. Mais en même temps, il y a des gens qui 2 ans de ta vie, 3 ans de ta vie, c'est normal. Il y a des gens qui arrivent à avoir la distance de pas lire les critiques. Il y en a une qui t'a particulièrement heurté, dont tu te souviens? Non, ce qui est bizarre dans les critiques, ce qui est un peu du grand n'importe quoi. Bon, moi, je trouve que la critique a beaucoup perdu d'intelligence pour le coup et d'une analyse profonde. C'est-à-dire que comme il y a tellement de films et qu'aujourd'hui les films sont vus sur des liens, etc., on ne sait pas comment ils sont vus. Les gens les voient sur leur ordinateur. On a perdu, la critique a énormément perdu pour ça. Parce que finalement, moi, il y a des critiques qui voient des films sur leur ordinateur, tu sais pas comment ils le voient. S'ils interrompent 5 fois le film pendant qu'ils font la cuisine, c'est pas pareil que si t'es en salle. Ça n'a rien à voir. Donc déjà, la critique, elle est très différente. Et je pense que pour les livres, heureusement, c'est pas comme ça. Mais il y a un manque de profondeur et de sérieux chez les critiques. Et surtout, on entend ce qui est, moi, hyper déstabilisant pour moi, c'est qu'on va entendre tout et son contraire. C'est-à-dire que... t'as ça, la version « le film est trop long, le film est trop dense ». On va avoir la version le film est trop long, le film est trop dense, ou le film est machin. On va avoir la version les acteurs, on les aime pas. On va avoir les acteurs sont magnifiques, 2 femmes splendides. On va avoir la mise en scène est très sophistiquée. J'aime pas la mise en scène. C'est très déstabilisant. C'est vraiment important ce que tu dis, parce que les gens sont en train de regarder des films maintenant sur ordinateur de façon saccadée, alors qu'un film ne peut être critiqué que en salle, parce que c'est là qu'il est dans les conditions pour lesquelles il a été créé. Donc c'est important. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis... Et ça a changé depuis le Covid, parce qu'avant, les gens allaient beaucoup plus aux press screenings et qu'avec le Covid, ils ont pris l'habitude, les journalistes, de voir les liens. Donc on leur envoie des liens. Et puis l'autre chose, c'est que je trouve que certains critiques, qui d'ailleurs finalement ne répondent pas à la définition d'un critique et qui n'ont pas forcément la légitimité de l'être, ignorent ce que c'est de faire un film, en fait. Et le travail, les étoiles qui doivent être alignées, les années et les années de développement et de labeur, etc. Et parfois te détruisent un film, te détruisent 50 vies, en fait, d'une façon... lapidaire. Ouais, et je me dis, mais clairement, ces gens ne savent pas ce que c'est que de faire un film, parce que s'ils le savaient, ils n'utiliseraient pas ces termes-là. Mais c'est pour ça tu comprends parce qu'on a le droit de critiquer. C'est même nécessaire philosophiquement, ça doit exister, mais vraiment, quand on sait tout ce que ça implique, on s'y prend autrement. C'est-à-dire qu'on va critiquer sur le fond, sur la forme. Mais on ne peut pas juste dire « ouais, c'est nul, je me suis emmerdée ». C'est pas ça, une critique. Ouais. Moi, je trouve que les critiques sont devenues très superficielles. Je trouve que, comme tu dis... Avant, les cahiers du cinéma, par exemple, l'origine des cahiers du cinéma, ce sont des réalisateurs qui critiquaient. Et ils critiquaient, c'était Truffaut, c'était Godard, c'était des gens comme ça. Et ils critiquaient, c'était des gens qui faisaient les films. C'était autre chose. Ça veut dire qu'ils critiquaient quelque chose de l'ordre de la fabrication du film. T'as vu le documentaire sur Spielberg et HBO ? Non, j'ai pas vu. Où tu vois comment... Spielberg, De Palma, Scorsese regardaient chacun toujours leurs films, était très très difficile au niveau de la critique pendant le montage, etc. Ils faisaient des notes, parfois assez intenses, mais très utiles. Mais c'était encore des faiseurs. Mais moi, je fais souvent venir des réalisateurs ou des monteurs, etc. Pendant le montage. C'est hyper utile.
Mais après, par exemple, quand j'ai fait la projection de mon film, là, la première, voilà, il y avait un réalisateur qui était là, Emmanuel Finkiel, et on a parlé vraiment du film. Alors il avait des réserves sur certaines choses, bon, voilà, mais au moins j'étais en face de quelqu'un qui me parlait du film, et qui voulait le rendre meilleur surtout. Ouais. Non, mais il me parlait de la bande son, il me parlait du jeu des acteurs, il me parlait du film, de la fabrique. Enfin, il y avait un propos, des arguments, une réflexion. Oui, et puis surtout, ce que je trouve ce que je trouve dans la nouvelle critique, c'est que les gens ne savent pas parler de la mise en scène, ils savent pas parler de cinéma à proprement dit. Il y a des phénomènes comme ça de mode, de buzz tout d'un coup sur des films, mais au fond, des vrais critiques qui te parlent de la mise en scène d'un film, il y en a pas. Il y en a que dans des revues hyper spécialisées, etc., où tout d'un coup, on va te poser vraiment des questions intéressantes sur comment vous avez fabriqué, pourquoi vous avez choisi telle couleur, pourquoi vous avez mis en scène comme ça, pourquoi vous avez fait des plans séquences, comment vous avez fait le montage. Ce sont des questions essentielles, le montage. Enfin, on a l'impression que les nouveaux critiques ne savent pas ce que c'est la fabrication d'un film. Il en parle, Alberto Serra, il dit, là, dernièrement, il dit, moi, je fais un film, je cherche pas à... voilà, je fais un film comme je le sens et je cherche pas à vouloir faire passer un message ou être dans un politiquement correct. Voilà ce qu'il emploie, le politiquement correct. C'est ça qui m'embête, moi. Mais ce truc du politiquement correct, et c'est peut-être ça qui fait défaut à mon film, c'est ce truc de politiquement correct, parce que je suis pas dans le politiquement correct avec Tel Aviv Beyrouth. Je suis justement sur la ligne de je prends pas parti, il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas voilà, je suis sur une souffrance des gens et de ces deux femmes, mais il n'y a pas voilà, il n'y a pas ce truc de politiquement correct. Il y a les bons, il y a les méchants, il y a voilà, le côté manichéen en fait qu'on peut attendre d'un film comme ça, quoi. C'est-à-dire. Quelle est la plus belle chose qu'on t'ait dite d'un de tes films? La plus belle chose qu'on m'ait dit sur un film, c'est une bonne question, ça. Là, dernièrement, j'ai fait un très très long entretien avec pour une revue très spécialisée qui s'appelle Jeune Cinéma. Et justement, ce qui était hyper intéressant, c'est que j'avais l'impression... Alors, on a parlé de mes 4 films et j'avais l'impression que pour la première fois, il y avait quelqu'un qui avait compris le lien qu'il y avait entre tous mes films, à la fois du point de vue de la thématique et à la fin du point de vue esthétique. Mais peut-être d'ailleurs un lien que tu ignorais toi-même. Parce que parfois on a besoin du regard de l'autre. Peut-être. Et on n'a pas toujours conscience soi-même des sujets qui reviennent. Oui, mais en tout cas, elle a fait ce lien. Et c'était quoi ce lien ? Elle a fait ce lien, bon déjà, voilà, que je parle de racinement, d'exil, etc., que j'ai toujours ces personnages en errance. Bon, elle a beaucoup comparé avec un réalisateur qui m'a beaucoup marqué, moi, c'est Angelopoulos. Et donc, elle a tout de suite vu le choix de ses couleurs, le choix de ses longs plans séquences, etc., le rapport au temps, à l'espace. Tout ça, c'est des choses que les critiques, on n'en parle pas, le rapport à l'espace et le temps. Pourtant, c'est ça le cinéma. C'est le mouvement, c'est le temps et l'espace, et le son. Voilà. C'est une des choses que, voilà, par exemple, Emmanuel Finkiel, quand on est sorti de la salle, il m'a parlé de la bande sonore. Pendant 10 minutes, il m'a parlé de la bande sonore. Pas de la musique, de la bande sonore. Que j'ai mis, je sais pas combien de temps à faire, etc. Et je me suis fait chier, évidemment, à la faire. Mais c'est important, ça. C'est ça, le cinéma. C'est comment il s'appelle, Spielberg, il fait Sauver Ryan, la bande sonore, elle est incroyable.
Cette première scène, ouais. Cette première scène où il y a Ces un bruits travail de balles, cette espèce de minéralité du son. Voilà, c'est ça. C'est important, ça. Mais si on voit un film sur... Mais je dirais pas qu'il n'y a pas que les critiques, même les spectateurs. Si on voit un film sur un ordinateur, comment on peut apprécier une bande sonore? Ou sur son téléphone? Encore pire. Non, mais c'est vrai. Donc ça tue tout ce travail on met des mois à faire. Quand il y a la fabrication d'une bande sonore, ça prend des mois, quoi. On est sur des détails et sur des trucs hyper précis, quoi. J'ai une question. Alors, je pose cette question maintenant aux écrivains, mais je vais te la poser à toi aussi en tant que scénariste et réalisatrice. Tu as fait 4 films maintenant. Tu as fait 2 documentaires et 2 films de fiction. Et j'ai fait des films pour la télévision aussi. Et tu as fait des films pour la télévision. Donc, tu as une certaine expérience, un certain recul sur ton travail. En quoi, honnêtement, avec toute l'expérience que tu as et le recul, en quoi es-tu une bonne scénariste et réalisatrice? Et en quoi pourrais-tu être... En quoi es-tu une bonne réalisatrice et scénariste? Et comment pourrais-tu être une meilleure réalisatrice? C'est des questions difficiles, ça. Je ne sais pas si je pourrais répondre à ce genre de questions. En quoi je suis une bonne réalisatrice? J'essaie d'être fidèle à moi-même. J'essaie d'être complètement... Je fais des films quand même qui sont des films de niche, on va dire, ou des films qui m'intéressent et qui m'habitent profondément. Alors c'est une qualité, c'est un défaut. Je peux répondre comme ça. Et en quoi tu pourrais, dans quel domaine C'est-à-dire tu pourrais t'améliorer? peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à être dans quelque chose de beaucoup plus accessible, commercial, mais à la fois, j'aime bien cette phrase de ce philosophe, alors j'oublie son nom, qui dit le particulier, c'est l'universalisme, c'est l'universel. Toucher au particulier, c'est être universel. C'est Yankelevitch qui dit ça. Toucher au particulier, c'est ça, être universel. Et j'ai toujours pensé comme ça, c'est-à-dire quand on touche à quelque chose de l'ordre du particulier, finalement, il y a quelque chose de l'ordre de l'universel. Mais c'est vrai que, moi, je suis souvent critiquée par ma mère qui me dit, mais pourquoi tu fais pas des films d'histoire d'amour? Pourquoi tu fais pas pourquoi tu fais des choses simples? Il y a une histoire d'amour qu'il faut que tu écrives. Voilà, une histoire d'amour. Pourquoi tu fais des films compliqués, politiques, des films avec quelque part, il y a une quelque chose de très existentiel dans les films que je fais tous, quoi. Il y a une espèce de questionnement par rapport à voilà, le déracinement, il y a quelque chose d'existentiel dans les films que je fais et finalement qui peut-être aujourd'hui, j'étais à la projection la dernière fois de mon film et c'est vrai que je touche un public de vieux quand même. Tu parles de quelle projection? Moi, j'étais à une projection dimanche organisée par le Balzac, c'était plein, mais moyenne d'âge c'était 50. Enfin, il n'y avait pas de jeunes, quoi. C'est vrai que les jeunes ne vont pas voir mes films. Je m'adresse à un public de vieux. Mais je me suis toujours adressée à un public de vieux, même quand j'étais jeune. Mon premier film au dessin, c'est un film qui parle de vieux déjà. Et de vieillesse. Donc, je suis pas... elle est peut-être là à la limite. Et je me pose beaucoup de questions en ce moment parce que, évidemment, je suis vraiment tout sauf la cinéaste branchée, quoi. Et voilà, c'est ça qui crée du buzz aujourd'hui, c'est d'être branché, de mettre de la musique branchée. Mais ce serait quoi le scénario idéal? Non, quand je dis scénario, je ne parle pas celui que tu dois écrire. Mais ce serait quoi le scénario de carrière idéal pour toi aujourd'hui, justement? C'est-à-dire, quelles seraient les conditions idéales? Moi, je ne sais pas. Moi, je fais des films qui m'interrogent et qui m'intéressent et qui me questionnent, etc. Je n'essaye pas d'être dans un truc hype ou quoi, mais peut-être que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui pour exister. Mais non, Mireille, je pense qu'il faut essayer de faire le film que tu as envie de faire et de le faire. C'est compliqué parce qu'on est dans une période où le cinéma demande de l'argent, etc.
Mais après, voilà, le film de Audrey Diwan, il a très bien marché, mais c'est pas un film hype, c'est pas un film branché, hein. Mais je pense qu'elle était très bien entourée aussi. Bon, le film est bon, mais elle a été aussi très bien entourée par des producteurs, par des gens qui l'ont soutenue, qui l'ont lancée à Venise, etc. C'est aussi ça, et c'est aussi très important d'être entouré par des producteurs qui vont lancer un film, quoi, et qui vont, voilà, Qu'est-ce qui t'angoisse le plus de plus faire de films. et qu'est-ce qui te rassure? Bah, je suis optimiste, donc je me dis que j'en ferai, mais rassure, je suis pas d'un tempérament. Je te le confirme. Je pense pas que je sois quelqu'un qu'on peut rassurer. Je pense que je suis une T'as inquiète. besoin d'être rassurée. Je suis une inquiète constante et une anxieuse permanente. Et ça c'est pas. J'arrive. J'aimerais bien avoir ce truc d'être rassurée. Ça va durer 2 minutes, Mais c'est aussi ton moteur d'être angoissé. C'est aussi ce qui te fait te lever tous les jours, essayer, continuer, faire face à l'adversité. Mais c'est un métier très compétitif, hein, c'est sûr. C'est un métier très, très compétitif. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais... En fait, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aimerais répondre qu'on ne t'a jamais posée sur ton travail, sur toi, sur ton métier? Une question... une bonne question, ça. Mais ce soir, il y a un débat avec quelqu'un de très intéressant, Antoine Debec. Ça, c'est un critique très, très haut niveau. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et c'est quelqu'un qui connaît mes films et je serais très, très... T'es curieuse de savoir ce qu'il en pense? Bah oui, parce qu'il il a suivi tous mes films. En fait, il a fait d'Odessa, il avait fait la critique à Libé, et puis après, la Terre au trajet. Mais ce qui est intéressant, c'est quand les gens suivent un travail et qui voient les ressemblances et les échos à travers les différentes œuvres. Et même si j'ai même si, comment dire, j'ai j'appartiens encore une fois, j'appartiens pas à un pays, quoi. Ouais. Mais après, moi, je vois aussi, comme je te connais personnellement, je vois aussi ta vie personnelle dans tes films. C'est-à-dire, je vois la disparition de ton père, je vois ton tiraillement aussi entre tes affinités intellectuelles avec ce côté Ashké versus séfarade, qui se retrouve finalement dans Tel Aviv-Beyrouth. C'est-à-dire cette affinité que tu as avec les Méditerranéens, avec, tu vois, les séfarades et tout ce qui va avec, et ce côté beaucoup plus dans l'affect. Et puis, cette appétence que tu as pour les choses cérébrales aussi, et qui sont un peu plus incarnées par les Ashké, par exemple. Et cette espèce d'universalité que tu essayes de greffer ou construire ou que tu souhaites qui émane de tout ça, en fait. Tu vois, il y a aussi ces deux choses-là, mais je vois aussi ta vie personnelle dedans, tu vois. Forcément, une fois que tu as ta fille, il est question de perdre des enfants aussi, tu vois, dans ton film tout à coup. Tu vois, c'est peut-être quelque chose qui serait pas venu avant, tu comprends? Oui, certainement. Tu vois? Peut-être, ouais. Parce que ces deux personnages de femmes l'une qui perd sa mère, l'autre qui perd son fils, tout ça, c'est des questions qui viennent aussi à un certain moment de la vie d'un être. Donc, bien sûr. Tout ça, tu vois, je lis aussi certains événements de ta vie dans tes films. Non, certainement, certainement. Et certainement que la perte d'un enfant, c'est quelque chose de très angoissant pour une mère, et que ce sont des thématiques qui me touchent beaucoup plus aujourd'hui peut-être qu'avant, c'est clair. Mais tu n'as pas fini, on va finir sur sa dernière question, la plus belle chose qu'on t'ait dit sur un de tes films? Qui me ressemble, quelque part.
qu'il retrouve quelque chose de ma personnalité, qui est cette espèce d'obsessionnalité finalement dans mes films, qui revient toujours à la même question. Je pense que c'est le plus grand compliment qu'on me fasse, que finalement je suis quelqu'un qui revient sur les mêmes obsessions. Et je trouve que c'est ça, être un réalisateur, un artiste, c'est finalement être obsessionnel sur des sujets, quoi. D'être habité par une obsession, ou par une douleur, ou un déchirement, ou ce qu'on on peut l'appeler obsession, ou déchirement, ou fracture, ou je sais pas quoi, où on écrit avec ça, quoi, et finalement on creuse toujours un peu le même sillon. Et je pense que quand les gens reconnaissent ça, pour moi c'est peut-être le plus grand compliment, parce que ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce que je fais, que c'est pas que je fais pas des produits, justement, que quelque part il y a quelque chose qui est en phase avec moi-même, et qui est en phase avec mes failles, ou quelque chose qui est en phase avec la nécessité de faire un film. Parce que je pense que pour faire un film, il faut qu'il y ait une nécessité. Il faut que ça réponde à une nécessité personnelle, quoi. C'est pas juste on fait un film, voilà. Et je pense que moi, depuis le début, il y a et c'est voilà, j'ai toujours eu cette démarche de faire des films où je sentais qu'il y a une nécessité. Et peut-être que le compliment qu'on m'a fait, voilà, tu me demandes, c'est que souvent on me dit c'est un film nécessaire. Et j'aime bien qu'on me dise que c'est un film nécessaire. C'est peut-être un des plus grands compliments qu'on m'ait fait, c'est un film nécessaire. Ça, c'est très important. Dans le sens où ça remue chez les gens une nécessité aussi. C'est-à-dire que ma nécessité a aussi été nécessaire pour d'autres, pour des spectateurs et pour des critiques. Merci beaucoup, en tout cas. Tu souhaites rajouter quelque chose? Un petit mot de la fin? Alors, enlève peut-être les choses qui sont... qui vont se retourner contre moi. Mais tu sais, Miral... la critique, là, j'en ai... on conclura sur ça. J'aime le fait que tu ne sois pas stratégique, que parfois tu ne dis pas ce qu'il faut dire, que tu ne fais pas le brushing quand il faut faire le brushing, que la représentation n'est pas cruciale. Pour toi, c'est aussi ce qui fait ton charme et ta liberté, et qui... Le chewing-gum. Qu'est-ce que je t'ai engueulé? On leur raconte, ou pas? Tu mâchais quand même un chewing-gum à ta projo, à l'Institut du Monde Arabe. Je lui dis, mais Miral, c'est pas possible, tu peux pas mâcher le chewing-gum à ta première de film. Oh là là. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on t'aime, et finalement, mâcher un chewing-gum, mais pas pour faire un statement, mais parce que sincèrement, tu avais encore un chewing-gum dans la bouche avant de faire ta présentation sur scène à la première de ton documentaire à l'Institut du Monde Arabe. Je pense que c'est presque un acte de dissidence aujourd'hui. En tout cas, c'est la vraie liberté, et on ne devrait pas faire attention à toutes ces choses, même si, bon, voilà. Non, mais aujourd'hui, il faut être parfait pour, en tant que dans la représentation. Enfin, c'est les femmes réalisatrices, elles doivent être parfaites quand elles passent. Et on devient des acteurs, quoi. On devient comme et on demande pas ça aux hommes, d'ailleurs. On demande pas ça aux hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont hyper négligés, qui arrivent pas coiffés, en jean, etc. Et ça va très bien. Mais aux femmes, on leur demande d'être hyper sophistiquées quand elles apparaissent en public pour présenter leur film, et en talons, et en machin, et en robe. Et il faut faire brushing, maquillage, botox, compagnie, quoi. Moi, c'est pas mon truc, mais mais il y en a beaucoup, quoi. Et c'est quand même dingue qu'on demande ça aux femmes. Ce n'est pas la même vie, c'est vrai. Mais... Comment? C'est pas la même vie d'être une femme réalisatrice ou un homme réalisateur, c'est pas la même vie. Oui, mais c'est récent, ça aussi. Ouais. Les femmes réalisatrices qui existaient avant,
Tu prends Agnès Varda, Chantal Akerman, Claire Denis, c'est l'antithèse de ça. C'est des réalisatrices qui arrivaient, Chantal Akerman, jamais maquillée, quoi. Tu vois, ou Claire Agnieszka Denis. Holland aussi. Agnieszka Holland. Voilà, c'est l'ancienne génération des réalisatrices, c'était pas du tout comme ça. Agnès Varda, voilà, Agnès Varda, bon, elle avait un style, mais un peu négligé. Enfin, elle était hyper naturelle. D'autres à qui je parle, Campion, enfin, tu vois, qui sont des réalisatrices qui n'étaient pas. On ne demandait pas d'être dans l'ultra sophistication, d'être toujours hyper, voilà, apprêtée. Aujourd'hui, on demande aux réalisatrices d'être comme des actrices, quoi. Et ça, on ne le demande pas aux hommes. Je trouve que c'est injuste. Alors, je te souhaite une belle route. Merci Miral d'avoir partagé tout ça avec nous. Tel Aviv-Beyrouth est en salle actuellement. Les Misraïm est disponible. Comment est-ce que les gens peuvent voir? Il sort en DVD le 26 février. Et je l'ai vu déjà en VOD sur toutes les plateformes. Et il est sur les plateformes en VOD. Oui. Merci Miral. Merci à toi. Merci de l'avoir interviewé.